Bonjour à toutes et à tous. Ce que vous allez voir est la diffusion d'une conférence intitulée « Maintien de l'ordre, du terrain aux politiques » qui a eu lieu le 2 octobre. Elle était organisée à l'initiative de X Alternative, association de polytechniciens formée à la suite des Gilets jaunes. Elle a pu avoir lieu grâce à un partenariat avec The Dissident Bar, lieu d'expression des dissidents de tout pays, que je vous invite à soutenir, et avec le média qui vous permet de profiter de ce contenu. La conférence s'ouvrait sur une citation. « Je pardonne à celui qui a tiré, que celui-ci l'ait fait accidentellement ou intentionnellement, mais je ne peux pas pardonner à ceux qui ont donné les ordres. » Cette phrase est prononcée par un mutilé dans le film « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne. Elle montre un homme qui a toutes les raisons d'en vouloir en policier, n'en vouloir finalement qu'à la hiérarchie. C'est pour cela que nous avions invité Laurent Bigot, ancien sous-préfet, et Bertrand Cavalier, général de gendarmerie ayant quitté le service actif, ancien commandant du Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier. Justement, pour nous expliquer comment se mettent en place les ordres. La conférence s'intitule « Du terrain aux politiques », mais on aurait dû l'intituler « Du politique au terrain », car ce sont les structures qui permettent l'expression de comportements individuels. En polarisant le débat, sous l'influence du pouvoir, sur la question des bavures, on commettrait l'erreur d'exempter les politiques pour ne charger finalement que les fonctionnaires sur le terrain. Ce serait une double faute. D'une part, on laisserait filer les coupables, et ces coupables ont des noms, Castaner, Nunez, l'Allemand, et au-delà, Manuel Valls ou Nicolas Sarkozy. Par ailleurs, on continuerait d'enfermer la police dans un syndrome obsidional. Ceci n'aurait pour effet que de contribuer à la cantonner dans un rôle de force au service d'institutions délégitimées. On céderait ainsi à la thèse des deux camps du préfet l'allemand. En posant la question de la hiérarchie politique et des relations de commandement, on questionne au contraire un système. Ceci n'exonère pas les policiers de toute responsabilité individuelle, mais leur donne un responsable, celui qui laisse pourrir leur commissariat tout en les envoyant castagner du manifestant. Manifestant qui d'ailleurs manifeste à cause de la politique de ce même responsable. C'est donc pour cela que nos invités sont venus s'exprimer. Nous expliquer des rapports de force entre commandements, syndicats, ministères, préfectures, que souvent on ne voit pas et qui se gardent bien de se montrer au grand jour. Cela s'articule aussi avec la nature de X Alternative, une association de diplômés souvent au cœur d'une autre machine ultra-violente, l'économie. De même que le manifestant ne voit pas Castaner, mais seulement le CRS en face de lui, et inversement, l'ouvrier viré ne voit que le patron de site, et pas le milliardaire qui, tout en haut de la chaîne actionnariale, fait pression sur toute la chaîne managériale pour augmenter les dividendes. Explorer ces chaînes de pouvoir, c'est rendre au peuple les moyens de compréhension des choses qui l'oppressent. C'est ce qu'on a essayé de faire, en espérant que le plus grand nombre s'en saisira. Merci encore à tous et bon visionnage. Bon, donc moi, effectivement, j'ai 15 ans de fonction publique derrière moi. Je suis toujours en disponibilité de la fonction publique, 10 ans comme diplomate et 5 ans comme sous-préfet. Et surtout, j'ai occupé 3 postes de directeur de cabinet de préfet, qui, dans l'ordre préfectoral, est celui qui a délégation du préfet pour gérer toutes les questions de sécurité au sens large du terme, y compris le maintien de l'ordre. Alors moi, je ne suis pas un technicien du maintien de l'ordre. Bertrand Cavalier en est un, et un grand spécialiste. Mais j'étais celui qui donnait le cadrage politique des dispositifs de maintien de l'ordre par délégation du préfet. Donc j'ai vécu ça, j'ai été en poste en Dordogne, c'était plutôt tranquille, en Corse ça l'était beaucoup moins, et en Martinique ça l'était beaucoup moins aussi. Et puis je me suis engagé dans le mouvement des Gilets jaunes assez vite, et entre le début du mouvement des Gilets jaunes et la date à laquelle j'ai quitté le corps préfectoral, il s'était écoulé 10 ans. Et la police que j'ai vue sur le terrain n'est pas celle que j'avais quittée en 2008, mais vraiment pas du tout. Et j'ai vécu un choc, parce que quand j'ai quitté le corps préfectoral, j'avais eu beaucoup de plaisir à travailler avec la gendarmerie, avec la police nationale sur les différents dossiers. J'avais même une forme d'affection pour ces deux grandes institutions de la République. Et en tant que manifestant, j'ai vécu une violence inouïe sur le terrain. Alors je vais le dire, c'est pas parce que Bertrand est là qu'il y a une très nette différence de comportement sur le terrain de maintien de l'ordre, en tout cas sur les manifestations de Gilets jaunes, entre la gendarmerie nationale et la police nationale. L'explication que j'en donne, c'est qu'il y a une grande différence de formation déjà. Les gendarmes mobiles sont beaucoup plus professionnels, ce qui explique qu'ils ont recours à la force strictement nécessaire et que leur comportement en manifestation est d'abord l'exercice d'une mission. Ils restent dans le domaine professionnel. En revanche, l'expérience que j'ai avec les policiers sur le terrain, que ce soit les CRS, que ce soit les compagnies d'intervention, que ce soit les fonctionnaires de la BAC, puis la BRAV quand elle a été créée, j'ai le sentiment, c'est l'impression que j'en ai, c'est que je suis face à des fonctionnaires qui ne sont plus dans une mission professionnelle, mais qui en font une affaire personnelle. Et ce qui marque le passage de la mission professionnelle
au cadre personnel, c'est un changement de rapport affectif et c'est le tutoiement. Le tutoiement change tout dans le rapport. Je rappelle que dans leur code de déontologie, les gendarmes et les policiers ne doivent pas tutoyer, c'est écrit noir sur blanc. De mémoire, ça doit être l'article 434-14 du code de déontologie. Et ce tutoiement-là marque un passage, un changement de cadre. Et les policiers, l'impression qu'ils m'en ont donné, c'est ils en font une affaire personnelle, c'est-à-dire qu'ils ne nous considèrent pas comme présents pour maintenir l'ordre, mais ils nous considèrent d'abord comme des ennemis. Et c'est totalement différent. Et on n'est plus dans un cadre professionnel d'exercice d'une mission. Alors moi, j'ai filmé des violences dites policières, parce que c'est comme ça qu'on les qualifie, même si le président de la République n'aime pas ce terme. J'en ai vécu. J'ai été tabassé par des fonctionnaires de la BAC en juin 2019 à Bordeaux. J'ai pris des coups de matraque sur un bras, j'ai un trait de fracture sur l'avant-bras gauche. Ma fille a été blessée également en manifestation. Elle a pris une bille de grenade de désencerclement sous l'œil. Elle a été blessée au cuir chevelu le 1er mai 2019. Nous ne sommes que des manifestants et nous filmons, c'est tout. On n'est pas des casseurs. On ne constitue en aucun cas un danger pour les forces de l'ordre. Le 16 juin dernier, lors de la manifestation des soignants, sur l'esplanade des Invalides, j'ai pris un tir de LBD dans le bras. Et sur le coup, parce qu'on ne fait pas trop attention, je n'ai pas trop réfléchi à ce qui m'était arrivé. Et puis en rentrant le soir, je me suis dit, il y a quand même c'est probablement un fonctionnaire de police, parce que dans la zone où j'étais, il n'y avait que des policiers, il n'y avait que des CRS, la compagnie d'intervention et la Brave. Je me suis dit, il y en a un qui m'a pris dans le viseur et qui s'est dit, celui-là, je vais me le faire. Je ne constitue pas du tout une menace. Et je me suis dit, on arrive à ce point d'arbitraire où on a quitté totalement les considérations d'ordre professionnel et où on laisse le champ libre à des gens qui décident de châtier. Je rappelle que les forces de l'ordre, leur boulot n'est pas de punir. Leur boulot est de faire cesser une infraction quand ils la constatent et d'interpeller les gens qui commettent des infractions. Et c'est ensuite à la justice de sanctionner. Et donc le fonctionnaire de police, puisque j'étais entouré de policiers, qui a décidé de me tirer dessus, alors soit il m'a eu dans le viseur, il m'a dit celui-là je me le fais, il me tire dessus, ou alors il ne maîtrise pas son arme et c'est un tir accidentel, mais c'est aussi dangereux, ça fait froid dans le dos. Et je pense que pour ceux qui auraient vu le film de David Dufresne et ceux qui ne l'ont pas vu, je les invite à aller le voir. C'est ça, le témoignage des Gilets jaunes, c'est de se dire, en fait, on n'est pas confronté à des professionnels qui font leur boulot de maintien de l'ordre, on est confronté à des gens qui ont quitté le domaine professionnel et qui sont dans un autre registre. C'est frappant, ça crée des mutilés, parce que derrière, c'est ça crée des traumatismes, des milliers de blessés, et surtout, c'est on enfonce le coin de la démocratie et de la liberté d'expression. Et dans une indifférence quasi générale, c'est ce que je disais tout à l'heure avant de commencer, les images du saccage de l'Arc de Triomphe tournent en boucle. Je trouve ça particulièrement déplorable qu'on saccage l'intérieur de l'Arc de Triomphe, mais ne tournent pas en boucle les mutilés, c'est-à-dire des gens qui n'ont absolument rien fait si ce n'est d'exercer leur droit fondamental de manifester et qui sont mutilés à vie. Ces images-là ne tournent pas en boucle, ça donne une idée de la hiérarchie des valeurs de la société médiatique en France. Alors voilà mon premier propos introductif. Je pense que Bertrand... Alors je signale que Bertrand et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps, puisque j'ai croisé Bertrand Cavalier quand j'étais directeur de cabinet du préfet de la Dordogne en 2003. Tu commandais Saint-Astier, l'école de gendarmerie de Saint-Astier. Et puis depuis, on se croise régulièrement. Et on n'a pas toujours les mêmes opinions, mais on a toujours eu grand plaisir à débattre. Bien. Donc je me présente, Bertrand Cavalier. Donc, je suis général de gendarmerie en deuxième section, c'est-à-dire qu'il y a un statut particulier. Je ne suis plus en situation d'activité. Ma carrière, c'est une carrière de gendarme. J'ai donc servi 36 ans en gendarmerie. Et je suis donc civil depuis plusieurs années. Mais je continue à m'impliquer dans la vie sociale, d'une certaine manière dans la vie politique, en exprimant mes avis, mes observations. Et évidemment, tout ce qui s'est passé depuis environ 2 ans m'ont conduit à notamment analyser ce qui a pu être démontré sur le terrain. Alors, moi, dès novembre 2018, j'interviens sur CNews et sur les plateaux, je regarde ce qui se passe et je commence à formuler des interrogations sur ce qui me paraît très très curieux dans les modes d'action, dans certains agissements. Et puis je vais compléter entre 2 plateaux, je vais sur le terrain. Je vais sur les Champs-Élysées, je vais sur la place de l'Étoile. Je l'ai rappelé d'ailleurs l'autre soir, donc lorsqu'il y a eu le débat après l'avant-première du film de David Dufresne, dont je précise que c'est un ami depuis plus de 20 ans, même si on n'est pas d'accord sur tous les plans. Je salue l'œuvre qu'il vient de réaliser, qui est utile à mon avis, même si pour moi il manque quelques aspects explicatifs. Mais pour revenir à ce que j'ai pu constater, je n'ai eu de cesse...
du fait notamment que ces usages excessifs de la force étaient très répétés, eh bien, d'exprimer ma réprobation, mon étonnement, notamment sur ce plateau que je viens de citer, sachant que je précise que la rédaction ne m'a jamais empêché de dire ce que je pensais. Bon. Je reviens sur le maintien de l'ordre. Donc moi, je suis qualifié d'expert de maintien de l'ordre. En fait, j'ai servi en gendarmerie, y compris en départemental. J'ai servi à l'étranger. Actuellement, je suis engagé dans une ONG qui essaie de faire évoluer les forces de sécurité en Afrique. Vaste débat. Donc je ne cesse d'être dans ce registre. Le maintien de l'ordre, comme on l'enseigne à Saint-Astier, c'est avant tout, on enseigne le maintien de l'ordre dans sa fonction sociale et politique. Le maintien de l'ordre, c'est ce qui doit permettre, en cas de crise, de pouvoir faciliter le retour à une situation normale pour privilégier cette solution d'une crise, d'un contentieux, par la négociation, c'est-à-dire de favoriser un solutionnement politique, dans le cadre, bien entendu, des institutions démocratiques. Ce qui veut dire que dès lors qu'il y a un usage excessif de la force, vous compromettez ce retour à la normale, vous suscitez un esprit de revanche. Et j'ai écrit encore récemment que cette crise sociale, en fait, a généré une crise politique en soi, parce que la non-régulation de certains membres des forces de l'ordre, au travers de l'utilisation notamment très excessive des lanceurs de balles de défense, avec des traumatismes graves qui ont été perpétrés. Moi, j'ai rencontré encore ces personnes qui ont été blessées très sérieusement. Et à tout ça a complètement pollué, je dirais, l'action politique. Bon. Alors, le maintien de l'ordre, donc vous voyez, dans la mission globale de sécurité, c'est vraiment une fonction essentielle. Tout pays, toute société connaît des turbulences pour différentes raisons. Moi, j'ai commandé la région de Picardie pendant 2 ans et j'avais déjà à cette époque-là pensé qu'une partie de cette France un peu abandonnée allait tôt ou tard exprimer sa détresse, exprimer ses frustrations. Donc vous avez parlé d'un système économique qui est violent. En tout cas, le système dans lequel nous évoluons trouve ses limites. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Bruno Le Maire qui a dit le capitalisme va droit dans le mur. Une société totalement financiarisée, qui oublie complètement l'homme, qui fait de l'économie un primat. Je ne veux pas faire de la politique facile, mais ça a une traduction très concrète dans le vécu des gens et ça enlève tout sens aux politiques. En tout cas, revenons à la fonction maintien de l'ordre. Donc il y a des troupes spécialisées. La France a fait le choix, c'est Clémenceau en 1921, de créer un corps spécialisé pour exercer la fonction de maintien de l'ordre. C'était la gendarmerie mobile. Et à la Libération, c'était doublé par les CRS. Bon. Unité professionnelle. Le maintien de l'ordre, donc, c'est avant tout se pénétrer de cette philosophie, de cette fonction sociale, de pouvoir permettre l'expression des libertés fondamentales, le droit de manifester, mais également de pouvoir gérer à un moment donné, ces montées de violence qui sont, je ne dis pas que c'est normal, mais qui font partie de la vie de toute société. Et le gendarme, sa vocation, c'est d'absorber la violence et d'utiliser la force strictement nécessaire pour gérer ces foules, essayer de limiter les débordements, et tout ça dans le cadre d'un objectif politique qui est assigné. Mais généralement, l'objectif politique, c'était toujours d'essayer de façon très modérée de faciliter le retour à la normale, la sortie de crise. Bon. Alors pour ça, on s'entraîne. Saint-Astier, c'est vraiment le centre connu pour l'enseignement du maintien de l'ordre. Alors c'est intéressant que vous soyez là parce que souvent le maintien de l'ordre est perçu de façon... Il y a des préjugés, des a priori idéologiques aussi. Alors on a essayé, nous, sur Saint-Astier, de dissiper les malentendus. C'est un centre qui est ouvert à tout le monde. On reçoit délégation sur délégation, y compris des syndicalistes, des journalistes. Je discutais avec un officier de gendarmerie récemment, pourquoi pas David Dufresne de revenir parce qu'il était venu. Donc c'est pour montrer la philosophie qui sous-tend cette conception que nous avons du maintien de l'ordre. Alors 3 principes fondamentaux, vous devez les retenir parce qu'on a parlé de la doctrine. C'est emploi premier privilégié d'unités spécialisées. Vous remarquerez que dans la crise des Gilets jaunes, on a engagé des unités qui étaient des unités de circonstances pas du tout préparées pour cette mission. Sont elles d'ailleurs qui sont en fait à l'origine de la plupart des dysfonctionnements. Deuxième principe, c'est l'emploi proportionné, l'emploi gradué de la force. Et là, on a des principes de proportionnalité, d'absolue nécessité qui sont rappelés par le Code de la sécurité intérieure. Et puis troisièmement, c'est le maintien à distance, éviter la confrontation. Voilà déjà, vous voyez, pour brosser à traits généraux,
ce concept général du maintien de l'ordre. Et pour revenir sur ce qui s'est passé dès le départ, et c'est là qu'il y a eu une interrogation de ma part, je pensais que très rapidement, on régulerait ces unités qui ont utilisé, vous vous rendez compte, 13 000 usages du LBD. Alors c'est vrai qu'il y a un rapport quand on considère le comportement de la gendarmerie et de ces unités, mais là, j'évoque devant vous un paradoxe. La gendarmerie est militaire. Et en fait, c'est sa militarité qui constitue un atout, une sécurité pour les citoyens. Parce que ce sont des unités très disciplinées, très structurées, avec des échelons qui permettent d'éviter l'initiative personnelle. Au maintien de l'ordre, il ne doit y avoir aucune initiative personnelle. Des jeunes, notamment les jeunes, sont surencadrés par des gradés qui ont de l'expérience, qui vont apprécier une situation. Même une foule qui commence à nous insulter, mais les gens expriment aussi des frustrations. Ils comprennent bien que au travers de nous, c'est parfois le pouvoir qui est visé. Ça fait partie, je vous dirais, du jeu. Deuxièmement, il peut y avoir des jets d'objets, des canettes, etc. Tout ça fait partie de situations que l'on doit aborder avec beaucoup de maîtrise, sans personnaliser les choses. On est en mission, comme tu l'as dit. Et l'effet final recherché, c'est qu'il y ait, même s'il y a un pic de violence, après ce pic, généralement, les choses reviennent à la normale et faciliter une sortie de crise, de façon à privilégier une solution négociée. Bon, après, il y a aussi des situations où la force est nécessaire, mais toujours strictement encadrée par le droit, face à des gens qui sont très très violents ou qui peuvent détruire, dégrader. Car une société a besoin d'être protégée. Alors d'aucuns diront, vous protégez un ordre économique, un ordre social. Moi, je rappelle quand même que dans Paris, tous ces commerçants qui ne peuvent plus travailler, tous ces magasins qui ont été pillés, derrière, il y a aussi des détresses sociales. Donc moi, je ne suis pas sur une vision idéologique primaire et trop réductrice. Et je dirais que le mieux est l'ennemi du bien. Il faut aussi préserver un équilibre et faire avancer les choses. Donc, en tout cas, moi, je suis intervenu tout au long de la crise sur les plateaux de télévision, notamment, je vous disais, CNews. J'ai essayé de faire de la pédagogie et beaucoup de gens ont compris le pourquoi de mes interventions. Et je sais que ça n'a pas plu à certaines autorités, mais c'était d'une telle évidence. Et en plus, d'une certaine manière, je leur rendais service en disant il y a un gros problème. Après, on reviendra sur comment s'articule le maintien de l'ordre, quelles sont les interactions, les verticalités qui peuvent s'organiser ou qui peuvent ne pas s'organiser. Parce que quand j'ai entendu tout à l'heure, oui, on parlait de M. Valls, on parle de Castaner, etc., je me pose une question. Est-ce qu'ils ont compris est-ce qu'ils comprenaient ce qui se passait? Est-ce qu'il n'y a pas une distanciation par rapport au réel à ce niveau? Parce que est-ce qu'il n'y a pas de différents filtres des échelons qui, à mon avis, perturbent la bonne appréhension de la réalité? Moi, j'aimerais ajouter, parce que quand je suis rentré dans le corps préfectoral, donc comme je le disais, je ne suis pas un technicien du maintien de l'ordre, mais bon, on a des stages, bien évidemment, on est formé. Et puis, surtout, on s'entoure d'avis. Alors moi, j'ai commencé en Dordogne avec toi, Bertrand. Je me souviendrai toujours de l'exercice de synthèse nocturne à Saint-Astier. C'est la première fois de ma vie que j'ai respiré des gaz lacrymogènes. Et on mesure aussi c'est un art. Le maintien de l'ordre, c'est véritablement un art. C'est une discipline à part pour les forces de l'ordre. Et ça ne s'improvise pas. Tu le disais très justement, dans le maintien de l'ordre, pas d'initiative individuelle. Celui qui commande, c'est celui qui a la vision d'ensemble. Et quand on participe aux manifestations de Gilets jaunes, en tout cas pour ceux qui l'ont fait, et moi en particulier j'ai vu à quel point il y avait des unités de police qui étaient sans commandement, c'est-à-dire qui étaient en initiative permanente, qui perturbent considérablement le travail des unités professionnelles. La Brave, à Paris, je peux vous assurer que vous regardez sur le visage des CRS et des gendarmes mobiles quand ils voient la Brave arriver, ils savent qu'ils vont avoir des ennuis. C'est-à-dire qu'ils savent que ça va créer de la tension. Ils savent que c'est eux derrière qui vont devoir gérer ça. Et les expériences que j'ai eues, moi, de maintien de l'ordre, les gendarmes aguerris et les policiers aguerris me disaient il y a deux principes absolus non négociables. C'est la désescalade systématique. On vise toujours à faire baisser la tension. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un ancien policier qui avait quelques années de maintien de l'ordre m'avait dit, en Corse, m'avait dit jamais de NAS. Jamais de NAS, parce que quand les gens se sentent piégés, ils ont des comportements complètement irrationnels. Et il m'avait expliqué, notamment à Ajaccio, pour ceux qui connaissent, quand vous descendez le cours Napoléon vers la plage, il y a un grand parapet, et il y a au moins un dévers de 3 à 4 mètres. Et ils avaient fait une NAS il y a quelques années, et les gens sautaient sur la plage, ils étaient complètement paniqués. Et il me disait, ne jamais faire de NAS, toujours laisser une porte de sortie.
Et moi, quand je suis arrivé dans les manifestations des Gilets jaunes, j'ai vu tout le contraire. C'est la stratégie de la tension et de la terreur, parce qu'il y a des comportements policiers, et j'insiste bien policiers, qui visent à vous décourager de revenir. C'est pas leur boulot. Ça, c'est pas la mission. C'est pas du tout la mission. Et puis les NAS systématiques. Et ça a commencé, tout le monde a pu le voir, le 1er décembre, il y avait une NAS géante sur la place de l'Étoile. Et ça, ce sont des stratégies de maintien de l'ordre. En tout cas, moi, je me suis posé la question. Je me dis, mais on a changé de doctrine. Et surtout, ça n'est pas du tout efficace. C'est-à-dire que ça fait durer la manifestation, ça crée des tensions supplémentaires. Et comme tu le disais très justement, Bertrand, ça donne un sentiment, une envie de revanche des gens qui subissent ça. Parce que personne ne comprend, le manifestant considère que l'attitude des forces de l'ordre, le commandement, rend illégitime les opérations de maintien de l'ordre. C'est comme ça qu'on le ressent en tant que manifestant. Et tu disais, est-ce que Valls, Castaner et tous les autres mesurent ce que c'est? Moi, j'aimerais, peut-être que quand ils étaient étudiants, ils ont peut-être manifesté une fois dans leur vie, mais j'aimerais qu'ils vivent ce que c'est que d'être manifestant. Récemment, on était ensemble, Régis, le 12 septembre en manifestation. C'est hyper impressionnant quand vous voyez la Brave débarquer, qui vous met en joue avec le LBD à bout portant. C'est hyper impressionnant de voir toutes ces forces, et en particulier la police qui porte la cagoule. Je rappelle que normalement, ils ne doivent pas porter la cagoule. Maintenant, c'est réglé dans le nouveau schéma du maintien de l'ordre. C'est hyper impressionnant. Le message qu'on vous envoie, c'est que vous êtes un ennemi. Vous êtes un ennemi. Et là, on n'est plus du tout dans la désescalade, on n'est plus du tout dans la mission professionnelle qui consiste effectivement de faire baisser la tension pour que la négociation, qui est le mode de régulation normal d'une démocratie, puisse reprendre le pas. Et on a eu crescendo dans le mouvement des Gilets jaunes avec un bilan humain désastreux, sans précédent. 27 personnes qui ont perdu un œil, 5 mains arrachées, des milliers de blessés. Enfin, je veux dire, on ne peut pas s'en satisfaire. C'est-à-dire qu'un bilan humain, quel que soit le niveau de violence du reste de ces manifestations, ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas. Et donc, moi, les expériences que j'ai eues en tant que sous-préfet m'avaient fait toucher du doigt une grande sagesse sur la doctrine du maintien de l'ordre, qui était d'ailleurs, et qui continue à l'être, parce qu'on vit sur nos acquis, qui était une référence en Europe et dans le monde. C'est-à-dire qu'on reconnaît à la France, ou en tout cas on reconnaissait à la France, je pense que le mouvement des Gilets jaunes a écorné cette réputation, mais on reconnaissait à la France une doctrine de maintien de l'ordre particulièrement professionnelle et particulièrement adaptée pour justement provoquer de la désescalade et permettre à la démocratie de fonctionner. Et aujourd'hui, on est dans un fonctionnement qui est totalement inversé. Totalement inversé. Alors on aborde, là, on arrive sur le champ des sciences politiques. Le problème de la question de la légitimité. Je me suis ouvert, hein, j'ai essayé d'explorer au travers de plusieurs auteurs. Bon, il y a bien sûr Max Weber avec le postulat dit de la violence légitime. Et je vous invite à lire plutôt Hannah Arendt qui, elle, dit que ce n'est pas la force qui est légitime, c'est le pouvoir qui doit être légitime. Et qui renvoie au consentement, à l'adhésion. Sauf que lorsque la force est utilisée de façon excessive, eh bien, cette adhésion de la population se réduit, se fragmente. Et d'une certaine manière, le pouvoir en soi perd de sa légitimité. C'est pour ça que je vous dis que le maintien de l'ordre a une fonction politique première, de garantir la cohésion du corps social. Fut-il de temps en temps déstabilisé, mais ça, du fait notamment de facteurs économiques qui se traduisent, je ne veux pas rentrer dans le déterminisme, mais c'est pour ça qu'il y a des troupes spécialisées. C'est pour ça que nous travaillons à Saint-Astier, qu'il y a toujours, chaque année, que tous les escadrons, c'est 10 000 gendarmes qui viennent se recycler pour, s'adossant à cette philosophie, cette conception du maintien de l'ordre, eh bien, développer les modes d'action nécessaires, revoir également de ce qui est obsessionnel, ce sont les références éthiques, déontologiques, qui de toute façon seraient très claires, c'est la loi qui les fixe, au regard des deux principes fondamentaux de proportionnalité et d'absolue nécessité. Et puis également un entraînement plus proche de la réalité, hein, pour également rester très stable, à titre individuel et collectif, face à des situations qui peuvent être très dégradées. Maintenant, tout gouvernement dispose d'un capital de force légitime qu'il doit conserver très précieusement parce qu'il peut y avoir des phénomènes où il doit engager la force. Or, quand vous l'utilisez de façon excessive, comme ça a été le cas, c'est, on peut dire, toute cette légitimité qui est remise en cause. Et qui, d'ailleurs, qui se traduit par un autre phénomène, c'est que vous pouvez donner du carburant idéologique aux extrémistes. Et en fait, une sorte de justification, les gens trouvent leur justification, et il y en a
dans la volonté d'abattre tel pouvoir. Bon, pour ceux qui ont fait de la science politique, notamment les disciples de Bakounine, les anarchistes, etc., voire une partie de l'extrême gauche. Bon. Donc, vous voyez, c'est pour ça que les actes individuels répétés, tels qu'ils se sont produits, pour moi, au-delà des dommages sur des personnes qui souffrent encore, des personnes qui sont handicapées à vie, ce qui est absolument inadmissible. Alors, le risque zéro n'existe pas en maintien de l'ordre. Risque zéro. Mais qu'il y ait eu autant de dommages, au travers parfois de tirs qui sont objectivement, il suffit de voir, qui sont pas acceptables. Il faut dire les choses. Et moi, j'assume, même si les gens on pourrait s'en offusquer, au travers notamment de certaines corporations policières, qui d'ailleurs seraient bien enclines, bien inspirées, quand même, de mieux défendre la police en reconnaissant qu'il y a eu ces écarts. Au-delà de cela, il y a également le dommage politique, le dommage fait à la démocratie, le dommage fait donc à notre système, qui est un système qui est extraordinaire, qui mérite d'être défendu. Nous avons donc un ami, celui qui nous reçoit, qui vient du Pakistan, qui est un État objectivement fasciste. Ici, on est dans une démocratie. Donc il faut qu'on reste très attaché à ces grands principes et que l'on ne fragilise pas notre régime. Quand Poutine se permet d'ironiser sur la France, au travers de certaines images de maintien de l'ordre, moi, ça me fait mal quelque part. Voilà. Donc, alors ça ne signifie pas, soyons très clairs, ça ne signifie pas que la force, toujours de façon proportionnée, ne soit pas, dans certains cas, incontournable. Nous devons, parfois, face à de l'extrémisme, face à des violences gratuites, face à des gens qui sont dans des stratégies pures de violence, et il y en a, il faut savoir aussi s'opposer, mais toujours de façon proportionnée, toujours de façon graduée, et ne perdant pas, in fine, l'objectif politique. Moi, ce qui m'a frappé dans ces expériences de manifestation, parce que pratiquement, enfin, au mois de novembre, ça fera 2 ans qu'on y est, c'est de voir à quel point, et vraiment je distingue parce que mon expérience avec les fonctionnaires de police n'est pas du tout la même qu'avec les gendarmes, c'est de voir à quel point les fonctionnaires de police oublient que leur légitimité, ils ne la tirent pas du pouvoir qui leur donne les ordres, mais de la population. Et en fait, le pouvoir n'est que le relais de la population. Et ils ont complètement perdu ça de vue. En fait, ils sont à notre service. Et c'est pour ça que s'ils restent dans le strict domaine professionnel, ils ne perdent pas ça de vue. Quand ils en font une affaire personnelle, ils sont en train de régler des comptes. Combien de fois j'ai eu le sentiment, je l'ai dit et je le redis, d'être un ennemi dans le regard des fonctionnaires de police face à moi. J'ai une manifestation à Nantes. Il y a un fonctionnaire de police de la compagnie d'intervention qui m'a collé 2 coups de matraque et qui m'a dit « Trou du cul, va bosser ». Alors, au-delà du fait que ce n'est pas du tout professionnel, ça en dit long sur le niveau affectif d'engagement de ce fonctionnaire qui n'est plus du tout dans le domaine professionnel. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie sur le terrain pour se dire, parce que ça peut arriver, nous sommes des êtres humains, ce fonctionnaire est en train de péter un câble, je le sors de la première ligne, je vais lui dire d'aller souffler un peu, voire je le sors complètement du dispositif s'il constitue un danger pour justement ce que tu disais, la légitimité de l'intervention des forces de l'ordre. Eh ben non, ce type-là est resté dans le dispositif, en première ligne. J'imagine qu'il a dû donner des coups de matraque non justifiés à beaucoup d'autres personnes. Et ça, j'en ai vu combien de fois. En revanche, je dois le dire, à Paris, j'ai vu une fois, dans un dispositif de gendarme mobile, un gendarme mobile qui a perdu son sang-froid. Ça arrive, nous sommes des êtres humains. Mais qu'est-ce que j'ai vu derrière? J'ai vu un gradé, le tirer par l'épaule, le sortir du premier rang, lui dire très clairement, tu te calmes, tu restes là en attendant. Le gars est sorti du premier rang, la hiérarchie a fait son travail. Parce que nous sommes des êtres humains. Il faut aussi accepter l'idée que quand vous êtes sur un service de maintien de l'ordre, que vous vous faites caillasser, que vous vous faites insulter, que vous avez aussi des problèmes dans votre vie, vous emmenez tout ça sur le terrain, ça peut arriver que ça dégénère. Mais quand un fonctionnaire ou un gendarme pète un câble ou perd son sang-froid, c'est le boulot de la hiérarchie sur le terrain d'encadrer. Et derrière, c'est le boulot du système, de l'institution, d'accompagner ces gens-là. Or, dans la police nationale, aujourd'hui, parce que depuis le début, j'accable beaucoup les fonctionnaires de police, mais il faut dire une chose, ils sont complètement abandonnés, livrés à eux-mêmes. Il faut aller visiter des commissariats pour voir dans quelles conditions ils travaillent. La question du suicide. Enfin, Castaner a fait des déclarations, en veux-tu, en voilà, il ne se passe rien du tout, rien du tout. C'est-à-dire que c'est un métier qui est extrêmement difficile. Surtout, moi je trouve, quand on accompagne mais la gendarmerie c'est pareil, les unités de police secours qui sont confrontées tous les jours à la misère du monde.
tous les jours à la violence du monde. Tous les jours. C'est un métier extrêmement difficile si vous n'êtes pas encadré, si vous n'êtes pas soutenu. Il faut du soutien psychologique, il faut de l'attention de la hiérarchie, il faut de l'attention du niveau politique. Aujourd'hui, la police nationale est complètement livrée à elle-même. Et qui dirige la police nationale? Des syndicats et la mauvaise police. Alors en théorie monétaire, vous connaissez la théorie qui consiste à dire que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Je crains, en tout cas moi je tire la sonnette d'alarme, et surtout en tant que sous-préfet que j'ai été, je crains que la mauvaise police ne chasse la bonne. Et j'en appelle régulièrement, parce que j'ai encore des contacts dans la police, je dis souvent aux fonctionnaires de police, je dis mais réveillez-vous, réveillez-vous. Vous êtes en train de tuer la légitimité de votre institution. Vous ne pourrez pas, dans la durée, vous couper de la population. Vous tirez votre légitimité de la population et non pas du pouvoir. Le pouvoir n'est que le porte-voix de la population. Bon, c'est intéressant parce qu'on essaie de comparer les deux forces. Et je crois qu'il faut le faire sans faire de procès, comme tu le fais, en évoquant les raisons, ce qui explique parfois que des unités, des individus sortent du cadre. Mais je vous renvoie à vos propres défis s'agissant de la conception que vous avez de la société. La gendarmerie est militaire, donc il y a encore une hiérarchie formelle, prégnante, structurante. Sauf que ce principe hiérarchique a été remis en cause. À l'extérieur, la gendarmerie, par des sociologues, a été taxée de systèmes totalement, allant totalement à l'encontre de la modernité, qu'il fallait civiliser la gendarmerie, que l'avenir, c'est des forces civiles, que tout ce qui est militaire, forcément, est dangereux, que voilà, il y a aussi une vision très idéologique totalement absurde sur notamment l'organisation militaire. Il faut une très grande discipline dans l'emploi des armes, des armes forces intermédiaires. Il faut un encadrement qui soit d'expérience et qui puisse exercer son autorité, notamment dans l'événement, pour réguler. Tout ça, c'est la culture militaire. Et donc, ça peut être également pour vous un sujet de réflexion quant à la pertinence pour garantir... C'est quand même un paradoxe. C'est l'identité militaire, une organisation militaire, une culture militaire qui garantit une meilleure sécurité aux citoyens au travers d'un usage beaucoup plus maîtrisé de la force. Je voulais vraiment insister parce qu'on a encore aujourd'hui des sociologues qui contestent, et récemment, le secrétaire du syndicat des commissaires avait fait un article auquel j'ai répondu d'ailleurs dans Libération, je vous conseille de le lire, où il demandait quasiment la dissolution de la gendarmerie. Il demandait la dissolution de la gendarmerie. Et là, là, il y a également des corporatismes très puissants. Donc, je ne suis pas là pour faire du pro-domo pour la gendarmerie, mais c'est important quand même d'ouvrir le débat. Moi, je demande qu'une chose, c'est que les policiers soient mieux formés, qu'ils soient mieux encadrés, qu'ils soient mieux commandés. Bon, on a parlé des CRS. Les problèmes sont surtout survenus au sein de ces unités de circonstances. Beaucoup d'unités de CRS se comportent quand même très convenablement. Bon, il y a eu quelques petites dérives, mais c'est vraiment le problème de ces unités non professionnelles. Et c'est vrai que la gendarmerie, elle joue aussi un rôle de régulateur au sein de la famille policière. Parce que on sait la stabilité des unités de gendarmerie mobile, et donc d'une certaine manière, eh bien, ça oblige tout le monde à participer de cette culture de modération. Régis me fait signe que c'est l'heure des questions, mais je voudrais insister là-dessus. Je pense que la dualité gendarmerie-police est vraiment la meilleure garantie que nous ayons pour notre démocratie. Et il y a une tendance, c'est vrai que la gendarmerie qui a été mise pour emploi auprès du ministère de l'Intérieur et qui n'est pas syndiquée, qui a un fonctionnement militaire, et la tendance qui consiste à dire qu'il faudrait unifier les forces de l'ordre sous un seul même statut civil, à mon avis, est une fausse bonne idée. Et cette dualité est vraiment la bonne garantie pour nous, Français, de l'exercice de l'état de droit et de la démocratie. Et nous devons, chacun à notre niveau, continuer à promouvoir cette dualité. Je pense que la coexistence d'une force civile et d'une force militaire, c'est vraiment, vraiment une garantie pour nous. Ça peut être étonnant quand même pour ça. Oui, ça peut paraître paradoxal de le dire ainsi, mais moi, en tant que praticien, quand j'étais sous-préfet et aujourd'hui même manifestant et simple citoyen, je le constate, cette dualité-là est vraiment une protection pour le citoyen. Et nous avons, en France, on a fonctionné comme ça depuis très longtemps et on a besoin de poursuivre ce fonctionnement comme ça. On avait préparé des questions et il y en a une qui n'était pas préparée, mais en fait, entre-temps, on a lu le nouveau schéma du maintien de l'ordre. Et j'imagine que vous l'avez lu aussi.
Il y a quelques mesures qui posent question, comme on dit en langage poli, et j'aimerais avoir votre avis. Le premier, c'est une espèce de technopolicisation, je ne sais pas comment on dit, avec des drones, l'utilisation de caméras, de reconnaissance faciale, de choses, la maîtrise de la troisième dimension, voilà. Dispositif de capture et d'enregistrement des événements, enfin une espèce d'informatisation du maintien de l'ordre. La deuxième, c'est l'investissement dans du véhicule lourd, lanceur d'eau, véhicules blindés qui sont cités. La troisième, c'est une espèce de fusion avec le pouvoir judiciaire où des procureurs ou des magistrats pourraient être directement en relation avec les centres de commandement. Et la troisième, c'est la question des journalistes où apparemment il faut qu'ils soient formés comme il faut pour aller en manif et où il faut qu'ils dégagent comme les manifestants au moment où ça chauffe. Voilà. Moi, juste rapidement, je pense qu'il y a quand même quelques vertus dans ce nouveau schéma de maintien de l'ordre. C'est que quand on dit on va mettre un superviseur sur chaque fonctionnaire ou gendarme qui a un LBD, c'est la reconnaissance que ça n'a pas fonctionné, qu'il y a eu des dysfonctionnements. C'est la reconnaissance très claire qu'il y a eu des dysfonctionnements. Quand on met en place une stratégie qui consiste à entretenir la négociation avec les manifestants, c'est aussi la reconnaissance qu'il faut revenir à la désescalade. Donc il y a quand même une forme de reconnaissance, même si le pouvoir politique ne veut pas s'engager sur ce mot-là, mais il y a une forme de reconnaissance il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné et on est obligé de les rectifier. Après, il y a d'autres choses qui ne conviennent pas. Je sais qu'il y a un grand débat sur les VBRG, mais enfin, ils ont tellement besoin d'être renouvelés, t'en parleras mieux que moi, qu'il y a un moment où il faut aussi faire de l'investissement dans le matériel et qu'ils sont complètement à bout de course et qu'on a besoin de faire ce genre d'investissement. Moi, ça ne me pose pas de problème qu'on se donne les moyens judiciaires, parce que moi, j'ai aucun problème dans les manifestations à ce qu'on interpelle les gens qui commettent des infractions. J'ai aucun problème avec ça et je pense que c'est bien plus intelligent de penser en amont des dispositifs de cette nature qui évitent des interventions musclées, violentes en cours de manifestation. On capte les images, on fait les interpellations en périphérie de manifestation ou plus tard. C'est aussi ça le pouvoir de l'enquête judiciaire, c'est qu'on a des moyens pour identifier les gens. Et c'est la meilleure garantie qu'on peut offrir aux manifestants. Donc là-dessus, je pense que... Mais c'est vrai, on est venu dans un tel niveau de tension qu'on n'admet plus ce genre de mesures. Je pense que ça, c'est vraiment absolument nécessaire. En revanche, toutes ces mesures-là, si elles sont utilisées dans un autre but que celui d'interpeller les auteurs d'infractions ou de faire cesser des infractions, et on pense au risque politique, c'est-à-dire de répression politique, alors là, oui, il y a un danger. Donc il faut aussi que ce soit encadré. Bon, moi, j'ai déjà émis des observations sur ce schéma, puisque j'écris dans un média professionnel, La Voix du Gendarme. Bon, vous allez sur Internet, La Voix du Gendarme, Bertrand Cavalier, vous avez toute une... Je te l'ai envoyé. Hein. Oui, donc je donne donc des observations sur ce schéma. Mais c'est vrai, et je dis d'emblée que s'il y a un schéma, c'est qu'il y avait un besoin. Voilà. Donc, mais les autorités politiques au plus haut niveau ont reconnu qu'il y avait eu des problèmes. Il y a un discours extrêmement clair du président de la République, à un moment donné, qui dit bon, il y a un vrai sujet. Alors, vous évoquez d'abord les drones. Alors déjà, je peux vous dire que des drones ont été utilisés par des mouvements insurrectionnels avant que les gendarmes pratiquement n'en soient dotés. Il y a quand même des organisations extrémistes qui sont très, très bien organisées et qui se dotent, qui sont dans des logiques de déstabilisation. Bon, deuxièmement, si les drones peuvent permettre d'avoir une meilleure vision de la situation de façon à avoir une conception manœuvrée, surtout une conduite plus efficace, qui permettent de mieux manœuvrer, sachant que plus vous manœuvrez, plus vous limitez l'emploi de la force. Là aussi, c'est un paradoxe. Si vous êtes là face à une foule, dans une posture de bloc à bloc, vous laissez monter l'exaspération. Parfois, il faut aller sur les arrières de l'adversaire quand vous avez des éléments très durs qui s'y trouvent. Il faut aussi connaître toutes les stratégies de déstabilisation que peuvent développer certains groupes pour faire basculer les manifestations. Donc moi, le drone ne me pose pas de problème. Bien au contraire, si on peut toujours adosser à la philosophie que j'ai évoquée, être plus efficace. Bon. Les blindés, mais un pays peut connaître des turbulences extrêmes. Et nous sommes dans une situation, dans un pays objectivement qui se fragmente, notamment sur un plan culturel. Il faut que la nation puisse compter sur des outils, des capacités pour faire face, en tant que de besoin, à des situations de très grande dangerosité
des situations quasi insurrectionnelles. Je parle également de la défense des institutions. Personne ne peut admettre que l'Assemblée nationale soit envahie ou que l'Élysée. Donc il faut être capable également de sanctuariser ces organes et de permettre la continuité de la démocratie. Il y a également des phénomènes en France qui sont préoccupants. Il y a une augmentation considérable des trafics d'armes. Il y a des groupuscules qui s'équipent. Donc il faut que la gendarmerie soit capable d'intervenir en protégeant également ses personnels. Donc les blindés, si vous prenez la fonction de maintien de l'ordre dans son acception globale, il n'y a pas que la gestion de manifestations, il peut y avoir d'autres situations. Je précise qu'en Nouvelle-Calédonie, les gendarmes se font tirer dessus de façon quasi continue. Donc que faire? Au moins protéger les gendarmes. Il ne faut surtout pas avoir une vision aseptisée et nier une réalité. La violence est un fait. C'est un fait permanent. Je vous invite à relire Raymond Aron sur sa notion d'ordre interne. Bon. Donc ces blindés vont être renouvelés, mais ils doivent servir de façon exceptionnelle. Bon. Les magistrats, j'ai été celui qui a le premier utilisé le terme de judiciarisation du maintien de l'ordre, quand je commandais un groupement de gendarmerie mobile. La réponse, elle doit relever de l'état de droit. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, s'il y a vraiment des individus extrêmement dangereux, il faut les interpeller dans le cadre de l'action. Mais l'idéal, pour ceux qui ont commis des infractions, il y a quand même une loi. Cette loi doit être appliquée. D'ailleurs, c'est un grand sujet aujourd'hui. Pourquoi la loi n'est-elle pas appliquée dans ce pays? Normalement, elle a été votée par... Mais ça vaut également pour ceux, quels que soient les individus. Il y a des manifestants qui ont été sérieusement blessés qui attendent une réponse pénale. Et cette réponse est légitime. La réponse pénale, elle est vraiment conforme à l'état de droit. Elle se fait généralement, elle se fait après, en dehors de l'affrontement. Et là, la personne doit répondre de ses actes devant un magistrat. Et de mettre des magistrats dès le début de l'action, je pense que c'est une garantie. Garantie pour les citoyens, mais aussi une garantie pour les acteurs du maintien de l'ordre. Sachant que le maintien de l'ordre, la notion d'attroupement, je vous rappelle que la notion d'attroupement, c'est tous rassemblements susceptibles de troubler l'ordre public, c'est défini par un article 431-3 du Code pénal. Donc la présence des magistrats, elle est totalement logique. Dernier point. Il y avait un quatrième point où j'ai oublié. Évoqué, non, j'ai fait un... Les journalistes. Alors les journalistes, pour moi, les journalistes doivent être... je suis pour la liberté maximum pour permettre aux journalistes de faire leur travail. Je suis consterné de voir les restrictions, les dangers qui pèsent aujourd'hui sur certains journalistes. Je ne vais pas faire l'amalgame avec l'affaire Charlie, mais on est dans une situation qui est extrêmement préoccupante. Les journalistes, c'est une garantie première pour la démocratie. La liberté, vraiment, d'expression, la liberté de travail des journalistes. Donc tout doit être facilité pour que les journalistes puissent, en sécurité, et les gendarmes et les policiers doivent garantir la sécurité des journalistes. Juste ajouter à mon propos, le risque, effectivement, c'est que l'utilisation ne soit pas complètement judiciaire et qu'elle ne veuille pas s'inscrire dans l'état de droit et qu'elle soit des motivations politiques. Il faut quand même regarder aujourd'hui que dans la répression du mouvement des Gilets jaunes, il y a clairement une instrumentalisation de la justice et des forces de l'ordre. Moi, mercredi dernier, j'étais à Toulouse, je témoigne contre des policiers qui ont fait des faux procès-verbaux, puisque j'ai filmé une interpellation où il n'y a pas rébellion, ils ont fait des procès-verbaux. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai assisté à des réquisitions du procureur complètement hallucinantes. Heureusement qu'il y a la vidéo, parce que ce pauvre type qui s'est fait serrer, et en plus qui n'a rien fait, mais à qui on colle une rébellion, risque d'être condamné. S'il n'y avait pas eu de vidéo, il aurait été condamné, et sa parole ne valait rien du tout. Ce qui est assez inquiétant, effectivement, c'est que, et malheureusement, il y a beaucoup de témoignages de gilets jaunes là-dedans, et il y avait un superbe article dans Bastamag sur tous les gilets jaunes qui ont été emprisonnés, et qui expliquait que, en fait, l'infraction est un prétexte, et c'est ce que j'ai entendu malheureusement au tribunal de grande instance de Toulouse mercredi, c'est que l'infraction est un prétexte pour condamner l'opinion. Parce que ce mouvement-là, il est vrai, dérange beaucoup, parce qu'il a l'ambition de changer le système. Et ça fait peur au pouvoir politique. Il faut reconnaître que le pouvoir politique a eu peur. Il a eu peur. Il a eu très peur. Et
moi, j'ai assisté à cette audience au tribunal, et en plus, je suis témoin, donc, et je me suis dit, là aussi, parce que quand j'étais sous-préfet, j'allais régulièrement au TGI ou au tribunal d'instance pour assister à des audiences. Et là, je me suis dit aussi, il y a un problème. J'ai considéré, franchement, et je ne sais pas où sont les garde-fous, j'ai considéré que ce pauvre gilet jaune qui s'était fait interpeller était face à une machine qui allait le broyer, pas tellement pour les infractions qu'il n'avait pas commises, en plus, heureusement qu'on a filmé son interpellation, mais qu'il était là pour un délit d'opinion. Et pour moi, ce délit d'opinion, il est matérialisé aujourd'hui dans chaque arrêté du préfet de police l'allemand. Je vous invite à regarder les arrêtés qui interdisent les zones à Paris de manifestation. La motivation, c'est toute personne se revendiquant du mouvement des Gilets jaunes. C'est hallucinant que ces arrêtés ne soient pas attaqués devant le tribunal administratif. Ils sont totalement illégaux. Vous arrivez avec un gilet CGT, CFDT, whatever, génération identitaire, vous n'êtes pas susceptible d'être contrôlé et surtout de prendre une amende de 135 €. En revanche, vous revendiquez d'être gilet jaune, et là, vous prenez une amende de 135 €. L'ordre public, ça n'est pas ça. L'ordre public, c'est s'il y a une atteinte à l'ordre public. Le simple fait d'être gilet jaune n'est pas une atteinte à l'ordre public. Moi, ce que je trouve effrayant, c'est qu'il y ait des PV trafiqués. Bon, là, ça pose un gros problème de confiance. Ouais. Bon. Et là, je pense que c'est au magistrat de clarifier les choses. Bon, mais malheureusement, il y a quand même un questionnement sur la réalité de certains comportements, y compris d'enquêteurs. Et je te rejoins, et c'est pas nouveau. Bon. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'instrumentalisation de la justice. Moi, je fais confiance dans la justice. Ça peut surprendre certains. Écoutez, moi, j'ai été confronté à des situations extrêmement difficiles. Heureusement qu'il y avait une justice indépendante. Donc, peut-être qu'il peut y avoir, à la limite, ça mérite d'être approfondi. Mais moi, je pars plutôt sur le postulat que la plupart des magistrats sont des gens honnêtes et conservent cette indépendance. Bon. Maintenant, la sanctuarisation des Champs-Élysées. Bon. Laurent, le problème, c'est que, en termes d'ordre public, il y a eu de telles menaces. C'était incontrôlable. Dès lors que plusieurs centaines de personnes pouvaient se rassembler, les pouvoirs publics n'avaient plus l'initiative. Et donc, moi, je tiens un langage plus responsable. Je dis que si ces gilets jaunes, entre guillemets, avaient vraiment tous, alors il y a de tout chez les gilets jaunes, démontré du calme, l'absence de toute violence, l'absence de volonté de marcher sur l'Élysée, parce qu'à un moment donné, il y a eu cette volonté. Bon, je pense qu'on n'aurait pas pris ces dispositions. Bon, moi, j'ai rencontré une seule fois le préfet allemand, mais chacun d'entre vous, et d'ailleurs, souvent j'ai dit que ce n'est pas une question de parti politique. Tout gouvernement aurait pris des mesures analogues de sanctuarisation des Champs-Élysées et de l'environnement, de façon à préserver, d'avoir un minimum de profondeur tactique pour préserver les organes gouvernementaux et représentatifs. Alors ça n'a pas toujours été compris. Moi, je n'ai eu de cesse sur les plateaux de télévision de dire il y a quand même des impératifs qui n'ont pas toujours été bien compris, mais c'est comme la liberté de manifester. Il y a quand même un régime déclaratif en matière de manifestation. On peut manifester en France, il n'y a pas d'entrave, et chaque fois, il y a un accord, de façon à ce que, surtout sur Paris, ça ne gêne pas la circulation, qu'on ne soit pas au contact direct, parce qu'après, c'est très difficile à gérer en termes d'ordre public, qu'on ne soit pas au contact direct de l'Élysée, de Matignon ou de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il y a eu la tentative d'intrusion au sein de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on doit admettre que l'Assemblée nationale puisse être envahie ? Ça nous fait une bonne transition pour la question d'après, qui nous revient au thème initial sur le commandement et les ordres politiques. Donc c'est des questions qu'on a reçues par Internet, qu'on vous a envoyées par mail normalement. Donc celle-ci est: pourriez-vous nous décrire précisément les chaînes de commandement du ministre de l'Intérieur aux fonctionnaires sur le terrain qui aboutissaient à des gestions de situation aussi catastrophiques que la manifestation de Place d'Italie le 16 novembre 2019, ou aussi violentes que le 9 janvier 2020 pour les retraites? J'imagine que le ministère et la préfecture laissent les forces dans une zone grise, où elles savent qu'elles doivent taper fort, mais sans ordre réellement explicite. Si c'est le cas, comment les forces peuvent accepter de se faire commander par des lâches qui se défaussent ainsi de leurs responsabilités? Moi, je vais parler de celle du 9 janvier 2020, parce que c'est le jour où j'ai filmé le tir de LBD à bout portant.
Cette manifestation, qui était dans le cadre du mouvement social contre la réforme des retraites, avait déjà très mal commencé, puisqu'elle partait de République. Et dès le début, il y avait un cordon de CRS qui était en tête de manifestation et qui a empêché le cortège en fait, de se positionner. Et là, clairement, ils ont créé une tension. Il y a eu un premier accrochage alors que le cortège se positionnait. C'est-à-dire que la manifestation n'était même pas partie, que le cortège se positionnait. Après, la tension est retombée et la manifestation a avancé. Le lieu de dispersion, c'était la Madeleine. À partir de la gare Saint-Lazare, et là, pour moi, il y a eu des ordres, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Il y a eu des charges répétées de la Brave et, de la compagnie, et des éléments de la compagnie d'intervention sur la tête de cortège. Alors, c'est sûr que la tête de cortège est généralement là où il y a les éléments les plus énervés, mais il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. Il n'y avait aucun trouble à l'ordre public. Des charges répétées d'une violence inouïe. Dans la séquence où je filme le tir de LBD à bout portant, il y a un fonctionnaire de police qui cogne tellement fort avec sa matraque qu'il la casse. Et il faut voir les gens sur lesquels il tape. Il ne tape pas sur des black blocs, il ne tape pas sur des casseurs. Il tape vraiment sur des manifestants qui ressemblent bien à des bons syndicats, comme des syndicalistes qu'on connaît, et qui sont là pour manifester et pour exprimer leur opposition. Il y a eu un tel déferlement de violence, ça a duré presque 1 heure, que la manifestation, en fait, n'a quasiment jamais arrivé jusqu'à Madeleine. Elle a été complètement explosée et dispersée bien avant Madeleine. Quand moi je suis arrivé place de la Madeleine, j'étais vraiment en état de choc. J'étais clairement en état de choc. Je me suis assis et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que je ne m'attendais... Il y a eu un tel niveau de violence et c'était tellement inattendu. Et pourtant, j'en avais fait des manifs. Mais je n'y croyais pas. Que quand j'ai vu ça, oui, je me suis dit très clairement, là, il y avait des ordres, ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Ça, c'est pour le 9 janvier. La chaîne de commandement, elle est claire, c'est ministre, corps préfectoral, et ensuite, en fonction de la zone où on se trouve, c'est police, c'est le DDSP ou le commandant de gendarmerie, etc. Mais il faut bien savoir que il y a des niveaux où les ordres ne peuvent pas être précis. Quand vous avez un ministre qui va dire au préfet de police ou à un préfet en département ou en région, cette manifestation-là, je ne veux pas que ça dégénère, vous me la cadrez, c'est le préfet, il se démerde avec cet ordre-là. Hein. Il se démerde avec cet ordre-là. Et il l'interprète. Et à chaque fois que vous descendez d'un échelon, vous n'êtes pas à l'abri de ces interprétations. Moins les ordres sont précis, moins vous êtes à l'abri d'interprétations. Et en plus, il y a un élément évident, c'est qu'il y a beaucoup d'échelons politiques, ministres, mais y compris préfets aussi, qui suivent en direct les manifestations et qui n'ont pas le recul émotionnel, parce qu'ils ne sont pas des professionnels du maintien de l'ordre, et qui n'ont pas le recul émotionnel et qui peuvent venir interférer dans la chaîne de commandement des professionnels, qui, eux, connaissent le métier, ont tendance à calmer le jeu et à ne pas s'énerver. Et ça, ces interférences politiques qui peuvent intervenir au niveau du ministre, du cabinet du ministre, voire d'un préfet qui reçoit un coup de fil de Beauvau et qui dit « C'est quoi cette manif ? On voit sur CNews, on voit sur BFM, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Parce que moi, je l'ai déjà vécu en Corse. Là, ça interfère complètement et ça vient perturber le travail des professionnels. Mais donc, la chaîne de commandement, elle est celle-là. Et des interférences, il y en a, des interprétations, il y en a. Et la réalité, c'est que les vrais professionnels du maintien de l'ordre, c'est ceux qui sont sur le terrain. Alors, au niveau de la chaîne hiérarchique, donc vous avez le ministre de l'Intérieur est responsable de l'ordre public, hein, c'est donc le Code sécurité intérieure qui le précise. Puis, il y a les préfets, représentants de l'État. Et normalement, il y a un représentant de l'autorité civile. Soit le préfet se déplace, soit il désigne un représentant, son représentant, dit représentant de l'autorité civile, qui est normalement chargé de décider notamment de l'emploi de la force après sommation, mais qui fixe également au commandant de la force publique les faits à réaliser. Que faut-il faire ? Bon. Après, c'est tout le problème de laisser les professionnels travailler, de mettre aussi en place un dispositif cohérent, ce qui est rarement le cas, surtout sur la plaque parisienne, hein, où il y a un grand désordre. Je le dis oralement, mais je l'ai écrit. Vous lisez l'article que je viens de vous citer, c'est de revoir également l'organisation du maintien de l'ordre de façon à ce qu'il y ait des dispositifs beaucoup plus structurés. Il y a notamment en gendarmerie ce qu'on appelle les groupements tactiques de gendarmerie, avec des officiers d'expérience qui vont engerber plusieurs unités, qui vont pouvoir manœuvrer et puis qui vont pouvoir apprécier la situation. La situation, vous ne l'appréciez pas à travers une salle opérationnelle en regardant des caméras, en regardant, je veux dire, des écrans. Il faut être sur le terrain. Et la désescalade, en fait, avant qu'il y ait une désescalade, il ne faut pas qu'il y ait d'escalade. Bon. Donc, d'humaniser le maintien de l'ordre. Alors, il y a des fois, il faut intervenir. Il ne faut pas croire que toutes les situations peuvent être gérées de cette façon-là. Mais
sur Paris, moi, ce que je souhaiterais, c'est que d'abord, on fasse davantage intervenir ces échelons de commandement de professionnels, commandement tactique gendarmerie ou groupement opérationnel des CRS, et qu'on leur donne la mission. Et qu'il n'y ait pas cette pression qui soit exercée, parce que tu l'as évoqué, il y a une très grosse pression qui est exercée sur les commandants d'unité. Et c'est là aussi que le commandant d'unité, chacun est responsable. Chacun sait qu'il y a un cadre légal. Lorsque le capitaine de gendarmerie à Nice, l'escadron, refuse d'obéir aux ordres d'un commissaire de police, l'affaire Geneviève Leguet, ben, il ne fait que se conformer à la loi. Sauf que il est courageux, parce qu'il y a une telle pression du système. Il a dit non, ce n'est pas nécessaire. Une charge, c'est-à-dire l'usage de la force, ne correspond pas du tout à la situation. Une vague de refoulement, les gens, on leur demande de se disperser doucement, mais non pas l'emploi de la force, qui s'est traduit par ce que l'on sait. Il n'y avait en aucun cas une situation relevant d'une urgence, et les principes d'absolue nécessité et proportionnalité n'ont pas été respectés. Il y a un rapport de l'inspection de la police nationale qui le dit. Donc je ne fais que, moi, faire référence aux conclusions de l'enquête qui a été établie. Donc chaque échelon doit garder également sa capacité d'appréciation et dire éventuellement non. Après, ça peut déplaire, mais chaque homme a quand même, quelle que soit sa fonction, doit garder un minimum de libre arbitre. Celle-ci est dédiée au général Cavalier. Enfin, destinée, pardon. Donc l'an dernier, vous déclariez dans le journal La Croix qu'il existait une culture violente, typiquement française, des mouvements sociaux. Je me permets de vous citer. Il y a sur notre territoire une culture de la violence qui imprègne les modes de contestation et notamment les manifestations. Cette tradition du rapport de force tire peut-être son origine de la Révolution française. Certains de vos homologues ne partagent pas ce point de vue. C'est le cas par exemple de Frédéric Maillard, conseiller en gouvernance des polices suisses. Il pointe lui aussi une spécificité française de la violence dans les conflits sociaux, mais contrairement à vous, pour lui, elle provient moins des manifestants que de la police française. Pour Maillard, c'est donc la police qui aurait une tradition du maintien de l'ordre allant à la confrontation. Maillard compare ce qu'il perçoit comme un maintien de l'ordre à la française avec ce qu'il voit en Suisse. Je le cite dans un entretien de France TV Info. Dans les contrôles du quotidien, même si la personne s'enfuit, on s'en fout, on l'arrêtera demain. Si la guerre est une affaire de rapidité, la paix se construit dans la durée. Que pensez-vous de cette comparaison ? Alors, je connais ce sociologue qui est sympathique. Ça commence. Non, mais qui est très sympathique. Mais je suis habitué, si vous voulez, également. Mais c'est intéressant, il est tout à fait dans son rôle. C'est très facile, sachant qu'il est également assez critique s'agissant des forces de sécurité suisses. Non, il y a une sociologie particulière à la France. La Suisse n'a strictement rien à voir. Elle fonctionne différemment. D'abord, il y a très peu de manifestations en Suisse, peut-être parce qu'il y a ces votations, il y a ce recours à cette démocratie directe, constante. Donc les choses sont totalement différentes. Il n'échappe à personne lorsque vous analysez, vous observez l'histoire de France, c'est une histoire éminemment turbulente. Et c'est vrai que, contrairement même à l'Allemagne, où il y a, jusqu'à présent en tout cas, il y avait une tradition on peut dire, de la négociation, les acteurs se réunissent, même avant tout mouvement, de toute façon, favoriser donc une réunion autour d'une table pour vraiment échanger et trouver une solution négociée. La France, c'est un fait, se caractérise par des crispations sociales, des mouvements sociaux qui très souvent s'accompagnent d'affrontements. C'est ainsi. Et c'est pas pour rien que c'est la France qui a développé, pour y répondre de la meilleure façon, ses troupes spécialisées, notamment la gendarmerie mobile, avec toute cette philosophie, tous ces principes d'action, et notamment pour absorber une violence qui est généralement une violence passagère. Vous prenez les mouvements, par exemple, agricoles en France, les révoltes agricoles. Je pense qu'en Suisse, ils ne connaissent pas du tout cela. Je crois que ce sociologue ferait bien de venir regarder ce qui se passe en France. Tous les 5 ans, il y a des mouvements agricoles très violents qui expriment la détresse, la souffrance d'un monde agricole qui est aujourd'hui quasiment acculé. Bon. Comment gérer cela ? Eh bien, ces manifestations se traduisent chaque fois par des affrontements, parfois des dégradations.
Et là, d'ailleurs, j'ouvre sur un concept purement français, du moins mis en avant par la gendarmerie, c'est le concept du désordre acceptable. Quel est l'effet final recherché? Va-t-on s'intéresser à quelques dégradations ou va-t-on comprendre que après cette montée de fièvre, cette violence passagère, il y a un retour à la normale et puis que l'on va pouvoir discuter, essayer de répondre à l'attente des manifestants, même si ces manifestants ont été violents. La question de ce sociologue participe d'une vision très très simpliste des choses. Moi, j'encouragerais d'ailleurs à venir à Saint-Assier et puis venir sur le terrain, venir se confronter à la réalité française, qui est quand même complexe, qui n'est pas facile, qui n'est pas du tout facile. Bon, je rajoutais également qu'en Suisse, la réponse pénale, elle est d'une autre dureté qu'en France. Je ne parle pas forcément de ce que tu as évoqué, mais en règle générale. Je voudrais ajouter, c'est bien sûr qu'il y a des violences. Moi, je me souviens quand j'étais en Corse, j'y étais de 2004 à 2006, il y avait des manifestations de mouvements nationalistes extrêmement violentes. Ils balançaient des robinets en laiton sur les forces de l'ordre, etc. Mais moi, ce que j'ai toujours vu, on les tenait à distance, c'est-à-dire pour éviter tout contact. Et l'objectif était que ça ne dégénère pas, en affrontement. Mais j'ai vu effectivement une doctrine de maintien de l'ordre qui a été sérieusement malmenée dans la crise des Gilets jaunes, où on n'avait pas cet objectif de désescalade. On n'avait pas l'objectif de revenir à la normale pour qu'il y ait une négociation. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement social et politique. C'est pas une question. La réponse en matière de maintien de l'ordre n'est qu'un tout petit aspect de ce mouvement-là. Et si on n'y répond pas au fond et qu'on laisse les policiers et les gendarmes en première ligne, en plus, on expose de manière illégitime ces forces de l'ordre, parce qu'on leur demande de régler un problème qui ne relève pas de leurs compétences. Et oui, les violences existent. Moi, je l'ai vu quand j'étais directeur de cabinet de préfet, j'ai vu des manifestations très violentes. J'en ai vu en Martinique, j'en ai vu en Corse, et ce que je voyais, c'est que l'emploi de la force était de vraiment chercher la désescalade. Alors, déjà, pas l'escalade, et la désescalade. J'ai le souvenir en Corse, où les instructions étaient très claires, c'est on tire des gaz lacrymogènes dès qu'ils franchissent la barrière des 100 mètres. C'est-à-dire qu'on les voulait à plus de 100 mètres, des cordons de gendarmes mobiles. Alors, ok, ça canardait, ça gazait, mais il n'y avait pas de contact. Il n'y avait pas de contact. Et une fois que parce qu'il y a aussi une espèce de codification de la manifestation. Exactement. C'est qu'il y a aussi cet aspect un peu défouloir. Et si on l'encadre, ça retombe naturellement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un art, le maintien de l'ordre, et qu'il faut écouter les gens qui sont sur le terrain. Parce que c'est vraiment du réglage fin. C'est des gens qui connaissent, et il y a des méthodes, il y a une professionnalisation, et on sait, en écoutant les professionnels, on sait justement mesurer ça. Et permettre, effectivement, ce que tu le disais, quels sont les dommages acceptables, les dégradations acceptables. C'est sûr que médiatiquement et politiquement, c'est difficilement présentable de dire bah oui, on les a laissés casser un magasin, parce qu'en fait, le pari qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'ils s'étaient défoulés sur le magasin, ça allait se calmer. Mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. C'est-à-dire que l'objectif ultime, c'est de revenir à un niveau de tension qui permette le dialogue. Il y a pas mal de gens qui veulent poser des questions et je pense que peut-être ça commence à durer. Donc je propose d'en prendre encore 2 et après de faire un tour de salle où on répond assez rapidement parce qu'après l'heure va tourner. Donc la première question, c'est une question qui a le bon goût de faire notre propre publicité. Donc dans une conférence précédente de X Alternative, Frédéric Lordon indique que la police est tellement coupée du reste de la société qu'elle n'est même plus en état d'apercevoir les solidarités objectives qui pourtant devrait l'unir à ceux qu'on envoie matraquer. Cet isolement est-il pour vous une réalité objective? Si oui, à quoi est-il dû? À la nature de sa mission ou la vision restreinte qu'elle peut en avoir? À un syndrome obsidional, à un biais de confirmation, à un complexe jeu de pouvoir visant à la circonvenir dans un rôle de gardienne des institutions, plutôt que gardienne des biens et des personnes, ou encore à autre chose? Désolé, c'était une longue question. Je vais juste donner mon expérience et je constate l'évolution de la police nationale par rapport à la gendarmerie. La police nationale se coupe physiquement de la population. Il suffit de voir d'ailleurs, maintenant vous ne les voyez plus jamais à pied, les policiers, vous les voyez toujours enfermés dans des véhicules. Ils ne patrouillent plus de manière à être au contact de la population, ils ne viennent que sur intervention, sur demande. Alors que la culture de la gendarmerie est tout autre. La culture de la gendarmerie départementale, c'est d'être au contact en permanence de la population. Et moi, c'est ça qui m'effraie dans la police nationale. C'est que Nicolas Sarkozy a exécuté la police de proximité. Il y avait sûrement des dérives dans la police de proximité. Mais l'idée essentielle, c'est de garder le contact avec la population. Dans les quartiers difficiles, on a fermé des commissariats. On a coupé le contact avec les populations. Aujourd'hui, vous les voyez habillés comme des Golgoths, vous coupez le contact avec la population. C'est-à-dire qu'il y a des barrières physiques au contact avec la population. Et je pense qu'on isole les policiers comme ça. Et
Et je crains que cette rupture du lien avec la police soit aujourd'hui suffisamment prononcée et suffisamment grave pour que si personne ne fait rien, on ait des affrontements de blocs alors qu'on est citoyens d'un même pays. Mais parce que les gens... Et moi, pourtant, j'aime la police et j'aime la gendarmerie nationale. Je le dis régulièrement parce qu'on me dit, ça y est, t'as basculé du côté obscur de la force. Non. Mais je reconnais qu'il y a des fois en manifestation, quand je vois les comportements de certains policiers, et même dans la rue, quand je suis pas en manifestation, quand je vois comment désormais ils patrouillent au milieu de la population sans être au contact de la population, en fait, je me dis, zut, on n'est plus ensemble. Alors moi, je pense que tout le dispositif sécuritaire en France devrait être remis à plat. Ne serait-ce qu'on regarde sa véritable productivité sociale de sécurité. Moi, je me fie notamment au rapport de la Cour des comptes. Je pense que, et la gendarmerie malheureusement suit ce chemin, les policiers ne travaillent pas assez. Parce que pour être présent, il faut travailler. Il faut être présent, mais il faut être plus disponible. Bon. Donc les avantages acquis depuis des années, alors ça va en étonner certains, ça ne fait pas plaisir quand je parle de cela, mais la fonction publique, elle doit fonctionner au service du public. Et pour ça, il faut du temps, il faut de la disponibilité. Pour ce qui est de la gendarmerie, elle a encore l'avantage de privilégier ce maillage. Les gendarmes travaillent là où ils habitent là où ils travaillent. C'est un principe qui est multiséculaire, qu'il faudra préserver. Et là aussi, il faudra être peut-être plus obligeant vis-à-vis de certains militaires qui veulent remettre en cause ce principe parce qu'il y en va de leur confort, de leur liberté, de leur épanouissement individuel. Vous voyez, là, j'en appelle, moi, au sens même de l'engagement quand on sert l'État et surtout quand on sert la population, parce que on est au service d'une population. Mais j'appelle ça, moi, la productivité sociale de sécurité. C'est déjà de la présence. S'il n'y a pas de présence, tout le système s'effondre. Et pour ce qui est des gendarmes mobiles, il y a aussi une chose très intéressante, c'est qu'ils sont, quand ils vont pour le maintien de l'ordre, on les déploie dans les unités territoriales. C'est-à-dire qu'ils vont faire du travail du quotidien au contact de la population, de façon à rester pénétrés de cette réalité sociale, de cette réalité globale, à ne pas être simplement des unités organisées simplement pour être déployées lors des manifestations. C'est très important au niveau de leur état d'esprit, de leur mentalité, de leur perception de la réalité, également de ne pas être toujours engagés dans des opérations qui peuvent être des opérations de vive force. Mais je reviens aujourd'hui sur, il faut poser le sens premier, pourquoi la fonction publique est-elle faite ? Elle est faite pour servir, et servir, c'est être présent. Quand je dis à des gendarmes, ne comptez pas vos heures. Moi, j'ai une fille qui est gendarme, qui est en brigade. Ils ont un rôle énorme d'écoute, d'accueil, dans une société quand même qui est très fragilisée, dans une société où la réponse pénale est plus effective. Quand elle prend des plaintes, elle sait très bien que ces plaintes n'aboutiront pas parce que le système pénal est complètement désorganisé. Mais au moins qu'il y ait l'écoute, qu'il y ait au moins que cette personne qui a subi un préjudice, fût-il matériel, eh bien qu'elle reçoive un accueil. Mais ça, c'est de la présence et c'est du temps. Revenons à des choses simples. Je m'excuse par avance à l'internaute parce que je vais tronquer un peu sa question. L'internaute se demande pourquoi, pour le moment, il est impossible de procéder pour les forces de l'ordre au même décompte que pour les gilets jaunes aux dégâts sur les personnes, puisque les policiers, les gendarmes et les syndicats de police ne communiquent pas sur les blessures. Ainsi, des chiffres pourraient servir d'indicateur, mais aussi des images. On voit depuis quelques années que les vidéos des manifestations sont une source importante dans le débat sur la violence ou la montée des groupes ultra-violents. Enfin, ce qu'on appelle les groupes ultra-violents dans les médias. Les images permettent de réaliser des choses au double sens, de les rendre plus réelles et d'en prendre conscience. Donc là, c'est un point de la question que je trouve intéressant. Est-ce que vous considérez, vous, le général Bertrand Cavalier, les documents vidéo dans votre travail, et aussi, qu'est-ce que vous pensez, d'un point de vue personnel ou professionnel, des réalisations de Laurent Bigot ? Je crois que Laurent Bigot, c'est un citoyen qui a un rôle d'alerte. D'alerte sur une réalité. Bon, il a dit auparavant qu'on n'est pas toujours d'accord. On se retrouve quand même sur l'essentiel. Moi, je trouve son engagement très courageux. C'est quelqu'un qui témoigne d'une réalité, qui essaie de l'expliquer. Après, qui donne les explications. Moi, je ne partage pas forcément toutes ces explications. Quand on parle de violence systémique, moi, je crois que c'est l'homme qui doit s'imposer. L'homme dispose d'un libre arbitre. J'accuse pas le système. Moi, je dis que l'homme est responsable. Et chaque homme devrait agir en conscience
Et en plus, il y a un cadre légal qui est très explicite. Hein. Donc voilà, donc, moi, d'une certaine manière, on pourrait dire au-delà de l'expertise, qu'au départ, on a fait appel à moi sur des plateaux de télévision en tant qu'expert. Mais l'expert que je suis, c'est aussi un citoyen qui exprime un avis, une analyse sur ce qui se passe. Et j'ai le droit de formuler un avis critique sur une réalité. La réalité, c'est que pour moi, la crise des Gilets jaunes a été mal gérée, en tout cas a été entachée d'actions qui ont posé de sérieux problèmes. Et que le débat public mérite d'être nourri en la matière. De façon notamment également à ne pas justifier une radicalisation, de ne pas donner ce que j'appelle ce carburant idéologique à des extrémistes, parce que dès lors qu'il y a là une situation qui peut être exploitée. Donc il faut absolument que ce débat ait lieu, de façon également à désamorcer d'éventuels esprits de revanche, désamorcer une conflictualité qui est toujours permanente. Mais là, je tiens à rendre hommage tout particulièrement à ces personnes que j'ai rencontrées l'autre soir, notamment qui avaient été gravement blessées, qui ont des handicaps durables, mais qui démontraient une très grande dignité. Et là, il y a aussi une leçon pour nous. Ce débat mérite quand même d'être alimenté, d'être assumé, ne serait-ce que pour être en accord et rendre hommage à ces personnes qui l'attendent. Il est indispensable. Nous sommes dans une démocratie. Alors après, vous avez peut-être une technostructure qui n'appréciera pas. C'est tout le problème de la technostructure. En France, il y a pour moi un problème de technostructure plutôt que de représentation politique. C'est peut-être là qui est le vrai sujet qui mérite d'être approfondi. Moi, quand j'ai commencé à filmer, d'abord c'est ma fille qui a eu l'idée de filmer, parce que la première manifestation de Gilets jaunes à laquelle elle a participé, elle a tellement été sidérée par le niveau de violence. Nous, on manifestait surtout à Bordeaux, là où sévissait le préfet l'allemand d'ailleurs, qu'elle a décidé de filmer pour témoigner en fait. Et mon objectif, il est clairement celui-là. C'est pas moi. D'abord, je suis pas anti-flic, je suis pas anti-gendarme. C'est pas mon sujet, c'est de me dire. Je constate qu'il y a quelque chose qui, de mon point de vue, n'est pas conforme à l'idée de l'état de droit, de la démocratie, et d'ailleurs de l'idée que je me fais de mon pays. Et je veux témoigner pour qu'on puisse prendre à bras-le-corps ce sujet-là et qu'on le traite. Or, aujourd'hui, même si le nouveau schéma du maintien de l'ordre est une forme d'aveu sur le fait qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais on ne l'a jamais traité complètement. C'est-à-dire qu'on a le réflexe moyenâgeux d'exécuter le porteur de mauvaises nouvelles. Le porteur de mauvaises nouvelles rend les plus grands services à la démocratie. Le lanceur d'alerte dit il y a un problème. Alors après, chaque lanceur d'alerte a son orientation politique, son objectif, mais le lanceur d'alerte, il dit d'abord il y a un problème. Et dans la crise des Gilets jaunes, il y a eu des problèmes majeurs en matière de maintien de l'ordre. Et tu le disais, la grande dignité des mutilés, c'est extraordinaire. Mais parce que l'enjeu de tout ce qu'on discute aujourd'hui, c'est qu'en bout de chaîne, il y a des humains. Les mutilés, en bout de chaîne, c'est des humains. Les fonctionnaires de police et les gendarmes, en bout de chaîne, c'est des humains. C'est-à-dire que quand ils sortent d'un service de maintien de l'ordre extrêmement difficile, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent chez eux. Ça reste des humains comme vous et moi. Ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont leurs problèmes. Et si on ne prend pas cette dimension humaine en considération dans toutes nos réflexions, on perd de vue l'essentiel. Et dans la crise des Gilets jaunes, on a perdu de vue l'essentiel. Maintenant, on va passer aux questions du public. Bonsoir. J'avais une question. Vous avez une phrase, Bertrand Cavalier, intéressante tout à l'heure, que vous avez présentée comme une citation, mais vous nous avez laissé entendre que vous adhériez à cette phrase. Le capitalisme nous emmène droit dans le mur. Quand tous les deux, Laurent Bigot et Bertrand Cavalier, vous parlez de maintien de l'ordre, on entend aussi, évidemment, que cette notion d'ordre, elle n'est pas uniquement la tranquillité publique. Elle n'est pas uniquement la bonne santé des vitrines des magasins. On comprend que l'ordre, c'est aussi l'ordre capitaliste, dont vous dites qu'il nous emmène droit dans le mur. Et on peut avoir le sentiment que le maintien de l'ordre est là pour protéger un ordre économique existant. Et dans l'histoire, la force publique n'a pas toujours été au service des institutions, de la démocratie. On sait que la France, par exemple, a connu des coups d'État.
1851, je vous renvoie au livre de Victor Hugo, Histoire d'un crime, c'est un coup d'État. Vous parliez de l'Assemblée nationale envahie. Il se trouve qu'elle est envahie et que ce sont les députés qui s'opposent au coup d'État qui sont arrêtés. Donc, dans l'histoire, on a vu que ce qu'on appelle le maintien de l'ordre peut s'exercer contre le peuple en révolte. Et est-ce qu'on doit avoir peur, je vous pose la question directement, Bertrand Cavalier, est-ce qu'on doit avoir peur de l'insurrection? C'est-à-dire, on sait très bien que dans la Déclaration des droits de l'homme issue de 1789, il est écrit que le droit à l'insurrection est un droit citoyen. 93. Et je vous pose la question pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est Macron président. Si dans 2 ans, c'est Marine Le Pen qui est présidente, la gendarmerie, la police seront au service du pouvoir légitimement élu. Que fait-on dans ce cas-là? Moi, sur le maintien de l'ordre, moi, j'aimerais qu'on ait une définition beaucoup plus restrictive de ce qu'on a aujourd'hui en termes de maintien de l'ordre. Pour moi, le maintien de l'ordre, c'est la protection des personnes et des biens dans un périmètre donné, et ça n'est rien de plus que ça. Et parce qu'on n'est pas clair sur ce que c'est que le maintien de l'ordre public, parce que pour moi, ça n'est pas plus que ça. Et moi, j'ai même un débat, quand je vois qu'on parle des institutions. Non, les institutions sont des personnes et des biens et qu'elles ont le droit à la protection à ce titre-là. Pas plus parce que ce sont des institutions. Parce que la protection des institutions, c'est la légitimité populaire. Donc moi, j'aimerais qu'on ait une définition, qu'on soit beaucoup plus disruptif sur la définition du maintien de l'ordre. C'est sur un périmètre donné de manifestation, c'est la protection des personnes et des biens, étant entendu qu'on donne la priorité aux personnes, y compris la protection des manifestants. Y compris ça. Si on avait cette définition, peut-être que certains qualifieront de simpliste, mais ça serait beaucoup plus clair et on n'aurait pas la confusion des ordres que vous évoquez. Et les gilets jaunes vivent cette confusion des ordres, très clairement. Très clairement. Et quand bien même ça ne serait pas l'intention, le simple fait qu'ils le perçoivent devrait être un signal d'alerte pour le pouvoir politique. Ça, c'est la réalité. Quant à l'insurrection, moi, je vais vous dire, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes a un ADN fondamentalement insurrectionnel. Et qu'il ne l'a pas assumé au début. Et qu'il y avait un momentum. C'est-à-dire que son ambition, c'est pas de réformer le système, c'est d'en changer. Et que je suis d'accord avec vous, il y a un moment, il y a un point de bascule que je ne sais pas à quel moment on le dit, y compris quand on vit dans une démocratie, où l'insurrection, d'abord historiquement on a changé de régime comme ça, et puis on a quand même tous appris à l'école que la fête nationale c'est le 14 juillet 1789, voilà. Donc c'est ça la culture, c'est ça qu'on nous apprend à l'école. Donc effectivement, moi je considère, mais alors ça n'engage que moi, que le droit à l'insurrection, enfin, ça existe, et qu'il y a un point de bascule. Le mouvement des Gilets jaunes avait cette logique insurrectionnelle au sens on ne veut pas réformer le système, on veut en changer. On veut en changer, et c'est ça qui explique la disproportion de la réponse. La classe politique, en tout cas le pouvoir, a eu très peur parce qu'ils ont eu peur que cette ambition se réalise. Et changer le système, ça veut dire que vous ne restez pas en place, que personne ne reste en place et qu'on repense quelque chose d'autre. Et c'est toute la difficulté du mouvement des Gilets jaunes. Je rappelle que le premier samedi, ils étaient à 150 mètres de l'Élysée, ils étaient devant le Bristol. Parce que le symbole, pour eux, c'est l'Élysée. Et c'est pas juste d'aller rencontrer Emmanuel Macron et de lui dire on aimerait bien que vous changiez votre politique. Non, c'est de changer le système. Bon, la question est extrêmement délicate, mais elle a pas une réponse claire. Donc, moi, je défends une conception de la société qui est démocratique, qui est fondée sur le vote, le suffrage. Si on commence à étudier tous les théoriciens de l'insurrection, puisque en fait, c'est surtout le 19e siècle qui voit de nombreux penseurs théoriser sur l'insurrection, moi, je regarde les résultats dans l'histoire. Et je pense que les résultats ne sont pas fameux. Je préfère qu'une société change par étapes, que des attentes soient prises en compte, qu'il peut y avoir des manifestations qui exercent des pressions très importantes sur le pouvoir, mais qui n'aillent pas jusqu'à l'insurrection. L'insurrection est incontrôlable. D'ailleurs, si vous justifiez l'insurrection, vous justifiez l'insurrection de tout le monde. Chacun a droit à l'insurrection. Donc, et derrière l'insurrection, à la limite, des mouvances fascisantes peuvent dire que nous avons droit à l'insurrection. Donc je crois qu'il faut quand même raison garder, dire on a un régime qui présente d'énormes avantages, mais il faut faire évoluer. Quand on parlait de système économique, en tant que citoyen, je pense que cette société, ce système économique hautement financiarisé, doit évoluer. Je pense que l'Union européenne doit évoluer. Je pense que le pouvoir doit retrouver les leviers de la souveraineté, notamment en recouvrant
une capacité à peser sur les décisions économiques et financières. Bon, d'ailleurs, c'est une réflexion de fond qui aujourd'hui émerge. On a laissé, mais tout le monde est d'accord aujourd'hui, laisser développer au travers de la mondialisation un grand désordre. Ce n'est pas un ordre, c'est un grand désordre. Donc moi, je suis pour le retour de l'ordre, d'un ordre juste, qu'il y ait du sens. Et il est vrai que de ce point de vue, la crise dite des Gilets jaunes a quand même marqué les gouvernants, marqué les consciences de chacun. Il y a des choses à faire. Mais moi, je suis contre le recours à l'insurrection. Je ne suis pas du tout de ton avis. L'insurrection peut mener nulle part. Elle peut mener à l'injustice, elle peut mener au totalitarisme. Tout doit se faire dans un cadre accompagné, structuré, qui est celui de la démocratie. Et dans la démocratie, il peut y avoir des mouvements populaires qui soient très structurés, qui peuvent même aller jusqu'à, on peut dire, une certaine violence. C'est pour ça qu'il y a des forces de maintien de l'ordre, mais ces forces de maintien de l'ordre ne sont pas là pour apporter la réponse. Elles sont là pour permettre à ces violences d'être contenues et de favoriser une solution politique. Et il faut en France une solution politique. Imaginez une escalade, imaginez une insurrection. Je l'ai dit l'autre jour, d'aucuns rêvaient d'aller à l'Élysée, et alors d'autres rêveront d'y aller là. Après, c'est un cycle sans fin. Et je vous invite à lire notamment Raymond Aron dans son analyse du phénomène insurrectionnel. Non, moi je défends, même si il peut y avoir des frustrations, je défends le système démocratique, le système républicain. J'ai une question et une remarque. La première, c'est la question des armes. Parce que ce qu'on constate par rapport à des manifestations plus anciennes qu'on a connues, c'est que la force d'ordre est armée d'une manière utilisant des armes qui sont utilisées seulement en France, nulle part ailleurs dans les démocraties, comme les LBD ou des grenades ou des bombes lacrymogènes qui sont, enfin, le gaz lacrymogène qui sont extrêmement nocives, paraît-il, mais que ça, on le constate vraiment. Donc, ça fait des années qu'on demande des interdictions en face. Il n'y a même pas de cocktail Molotov. Ils ne sont pas armés. Alors, vous dites que c'est des Black Blocs et tout ça, mais ils n'ont pas d'armes. Il y a vraiment une disproportion des armes et je ne comprends pas qu'on puisse y utiliser dans le maintien de l'ordre où la population n'est pas armée, des armes qui sont utilisées dans les armes de guerre, que vous dites semi-létales, mais on les tue. Et la France est le seul pays dans les démocraties occidentales où il y a autant de blessés, des éborgnés, des gens qui perdent la main qu'on a perdue la dernière fois, et puis des morts. Alors des morts, on les avait depuis quelques années, depuis surtout Sarkozy dans les quartiers. Donc c'est effectivement la technique de maintien de l'ordre, par rapport à des populations des quartiers populaires, donc des 13e génération, donc ce qu'on appelle la population issue de l'immigration, qui sont... Oui. Donc la question, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut interdire toutes ces armes qui sont utilisées, qui sont décidées comme, qui sont considérées comme l'arme semi-létale ou létale et qui arrivent alors. Alors deuxième chose, c'est que je sais que j'ai lu beaucoup de choses, et que vous expliquez qu'il y a une différence entre la gendarme et la police nationale, mais j'ai aussi lu que depuis Sarkozy, il a réunifié et que la gendarmerie est sur le commandement de la police nationale. Et j'ai l'impression, pendant la crise Covid, en voyant des comportements des gendarmes par rapport à la population, qui ont fait des abus de pouvoir, et il y a quelques affaires de dérive, comme Rémi Fraisse, etc., ce qui fait penser qu'il y a une sorte de contamination de cet comportement de la police nationale qui se comporte comme des Robocop, qui se
répondent aussi chez des gendarmes qui se comportent avec des gilets pare-balles pendant la Covid, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir, on n'est pas sur la menace. Voilà. Ouais, je voudrais juste dire sur l'usage des armes type LBD ou grenades de désencerclement. Le problème, c'est pas tant leur existence que leur mauvaise utilisation. Je pense que le drame, il est là. Moi, j'ai aucun problème pour que les forces de l'ordre, par exemple, soient équipées de grenades de désencerclement pour se protéger. J'ai aucun problème à cette utilisation-là. Malheureusement, j'ai vu des équipages de la Brave balancer dans le dos de manifestants qui fuyaient des grenades de désencerclement. Et là, il y a un vrai problème, c'est sur la doctrine d'emploi. Elles servent à quoi, ces armes? Et qu'il y ait des armes de cette nature-là qui puissent provoquer des blessures graves, mais si elles sont utilisées pour protéger les fonctionnaires ou les gendarmes, j'ai pas de problème avec ça. Mais dans tout le cadre de la crise du mouvement des Gilets jaunes, ça a été utilisé à contre-emploi. Et cet emploi-là vraiment délégitime la stratégie de maintien de l'ordre et derrière le pouvoir politique. Et je pense qu'on doit avoir une réflexion sur... Moi, c'était un syndicaliste de policier qui disait, quand, je ne sais plus, le premier qui a eu la main arrachée de la côté de l'Assemblée nationale, il a dit c'est bien fait pour lui, il ne fallait pas la ramasser. Enfin, tout le monde n'a pas la culture pour faire le distinguo entre une grenade de désencerclement et une grenade lacrymogène. Et moi, je pose plutôt la question, pourquoi on balance ça dans la foule? Parce que là, pour le coup, ce n'était pas justifié. Et c'est ça, c'est surtout la mauvaise utilisation. Qu'on réfléchisse à la protection des forces de l'ordre, et il y a parfois où elles ont besoin de se dégager avec des armes de cette nature. Mais qu'on utilise ce type d'armes pour tenir le terrain, je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Et mon expérience, c'est que 9 fois sur 10, le gaz lacrymogène suffit. Alors, je suis d'accord avec vous, on peut poser la question, est-ce que c'est dangereux, etc. Mais quand vous tenez à distance, je préfère qu'on utilise du gaz lacrymogène sur les manifestants que qu'on commence à leur tirer dessus au LBD ou leur balancer des grenades de désencerclement. Bon, moi, je vais conforter ce que dit Laurent. Les outils sont indispensables, ils sont nécessaires parce que la violence existe. La violence, excusez-moi, je continue, la violence individuelle existe. Quand vous avez 2 gendarmes qui sont tués à Colobrières, quand ils interviennent, parce qu'ils n'ont pas réagi, 2 gendarmes féminins qui sont massacrés par un individu, hein, alors qu'ils intervenaient dans le cadre de violences familiales. Bon, ces 2 gendarmes féminins à Colobrières ont été tués et massacrés. La violence existe, madame. L'homme n'est pas toujours bon. Donc il y a déjà des individus qui sont totalement désinhibés et qui peuvent être auteurs de violences. C'est la réalité humaine. Deuxièmement, il peut y avoir des agissements collectifs extrêmement violents. Bon, après, je vous prie. Mais madame, laissez-moi terminer. Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, alors on pourra s'interroger sur l'absurdité d'une opération, puisqu'elle a abouti, alors que sur l'aéroport, le fameux aéroport, on ne le fait pas in fine. En attendant, les 10 zadistes, une partie d'entre eux, étaient extrêmement violents, étaient très équipés avec des armes par destination, des arbalètes géantes, des cocktails Molotov, etc., etc. Bon, avec des gendarmes qui ont failli être lynchés. Ah, il faut, si vous voulez, faire preuve vraiment de mesure et de lucidité. Autant je comprends que l'on puisse avoir été révolté par des usages abusifs, non légitimes, contraires à la loi, par exemple du LBD, autant je peux vous dire qu'une société doit être régulée. Parfois, il y a des individus très violents, parfois, il y a des groupes très violents. Bon, du coup, j'ai été invité à faire vite, donc la question manquera peut-être un peu de subtilité. Donc, je voudrais commencer par vous remercier, parce que voilà, moi, j'ai pas été le dernier à gueuler « tout le monde déteste la police », et je pense que beaucoup de gens sont ici comme ça, et ça fait aussi du bien, en fait, de discuter avec vous là-dessus. Rapidement, vous avez l'air de présenter le mouvement des Gilets jaunes comme un point de tournant dans le maintien de l'ordre. À titre personnel, en tant que manifestant, je pense que c'est le cas de beaucoup de camarades, j'ai l'impression que le point de tournant est arrivé beaucoup plus vite avec l'état d'urgence. Et moi, je me souviens que la première fois que je me suis fait nasser, la première fois que j'ai vu des gens qui n'avaient rien fait se faire matraquer, c'était la manif climat au lendemain de la proclamation de l'état d'urgence. Et depuis, ça n'a cessé d'évoluer dans un sens de répression de plus en plus fort. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pas juste une question de... c'est pas juste une question de police qui est débordée par un mouvement qui l'a dépassé et de moyens qui ne suffisent pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même une doctrine politique de criminaliser le mouvement social, et au-delà de le criminaliser, de le radicaliser. Parce que plus vous radicalisez les gens en face de vous, plus c'est facile de passer pour les gens raisonnables. Et c'est l'impression que j'ai vraiment eue. Et j'ai eu l'impression que le mouvement des Gilets jaunes, finalement, n'avait fait que relancer ça. Le mouvement des Gilets jaunes, ça n'a pas été que les manifestations sur Paris. Ça a été à un moment donné une mobilisation considérable en province, où la gendarmerie a été énormément engagée, puisque, d'ailleurs, il y a un blog de Merchet qui le dit,
c'est la gendarmerie qui a tenu le territoire pendant, on peut dire, pendant des semaines. Bon. Mais sans heurts, sans pratiquement, il y a eu très très peu de heurts, de confrontation. Donc moi, j'ai pas cette vision-là, en tout cas au travers de la manœuvre gendarmerie, qui a parfois été rude, hein, parce qu'il y a eu quand même quelques, notamment à Béziers, puisqu'ils ont essayé d'incendier la caserne où il y avait les gendarmes. Donc je voulais revenir, madame, à des actes de très grande violence. Les gendarmes ont préféré d'ailleurs laisser la caserne être occupée plutôt que faire usage des armes. Vous voyez, et le jeune lieutenant a dit, mais on va... Alors c'est une vraie question, parce que est-ce qu'on laisse une foule envahir une caserne? Parce que dans ce cas-là, c'est quand même le symbole de l'État. Mais il a pris une décision. Mais de façon générale, les choses se sont passées très correctement. Mais on a une vision très centrée sur Paris. Où Paris, c'est un problème, à mon avis, très particulier. Paris, voire certaines métropoles régionales. Mais le mouvement, dans sa dimension nationale, n'a pas été, je veux dire, prismé de la façon dont vous le décrivez. Maintenant, je ne pense pas. C'est un avis personnel parce que ça demanderait véritablement une stratégie très aboutie et un système vraiment qui soit pleinement, donc, pleinement conçu pour ça, qu'on puisse obtenir ce résultat politique. Je pense plutôt que il y a une partie des forces qui n'ont pas été régulées. Et j'ai dit sur certains plateaux de télévision dans CNews, j'ai dit, mais le politique doit... C'est pas le dispositif policier qui doit donc imposer sa marque, c'est le politique qui doit gouverner, hein, et réguler le dispositif policier. Et j'ai eu l'impression qu'il y a eu une forme de laisser-aller, non pas forcément une volonté d'instrumentaliser les choses, mais pour moi, un amateurisme qui a été pour partie dramatique. Ouais. Moi, je discutais tout à l'heure avec un policier, un syndicaliste policier, qui me disait il y a eu un tournant. Lui, il considère qu'il y a un tournant dans le laisser-aller dans la police nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une stratégie visant à ériger la violence comme mode de régulation, mais il dit ça a été très clairement le cas dans les manifs contre la loi travail, où il dit il y a trop de collègues qui étaient en roue libre et le système n'a pas régulé, c'est-à-dire le système police, puis ensuite le niveau politique. Et il dit cette habitude a perduré et elle a atteint son paroxysme au niveau des Gilets jaunes. Et on le voit bien, c'est le drame de la police nationale, c'est une nouvelle fois qu'il y ait des gens qui pètent des câbles, qu'il y ait des gens qui dysfonctionnent. C'est humain. Mais il n'y a pas de régulation au sein de l'institution. Et moi, j'ai vu combien de fois, je le dis, des policiers en roue libre totale en manifestation. Et à aucun moment, dans le dispositif, quelqu'un qui les rappelle à l'ordre. Quand je me fais tabasser à Bordeaux, en fait, la BAC me charge dessus. Et ils me disent « arrête de filmer, arrête de filmer ». Ils me balancent un grand coup de matraque sur le bras, mon téléphone tombe. Le type se saisit de moi, me colle 2 droites dans le visage et part avec mon téléphone. Il y a un commissaire qui est à 10 mètres. Commissaire que j'avais déjà vu plusieurs fois dans des manifestations, j'étais allé me présenter, je suis ancien sous-préfet, etc., etc. Je vais voir le commissaire, et là j'étais vraiment énervé. Et j'ai dit, vous allez me retrouver immédiatement mon téléphone. J'ai dit, c'est votre fonctionnaire, là, c'est j'ai dit, le baqueux qui est là, celui-là, je veux mon téléphone immédiatement. Il a tourné les talons, il est parti. Vous savez qui a réglé mon problème? Un gendarme mobile. Il y a un lieutenant qui est venu me voir et qui m'a dit, calmez-vous, calmez-vous. Il est allé dans le dispositif des baqueux, et il a dit, venez. Et le policier m'a rendu mon téléphone, alors en plus avec une menace de mort, parce qu'il m'a dit on a tout aspiré dans ton téléphone et s'il y a quoi que ce soit, t'es mort. C'est ce qu'il m'a dit. Mais le drame, il est là, c'est qu'il n'y a pas eu de régulation. C'est le niveau tactique. Moi, je pense que le niveau tactique qui est fondamental. Tout à l'heure, on disait ça vient du haut vers le bas. Mais le bas, aujourd'hui, un dérèglement au niveau horizontal a des conséquences politiques. Et il y a eu une dérégulation qui s'explique aussi en amont parce qu'il n'y a plus d'encadrement, il n'y a plus assez d'entraînement, il y a une déprofessionnalisation du maintien de l'ordre, et le système s'emballe. Et là, moi, ma grande question, c'est quand je constate ça, et que je le dis ouvertement, j'attends une reprise en main par le politique, mais qui semble complètement dépassée, également avec certains syndicats de police qui font écran, qui font pression. La situation me semble incompréhensible. Il suffisait que très rapidement, une verticalité s'exprime et que le politique dise ça suffit.
On voit dans... En fait, je pense que... C'est pour ça que je ne crois pas qu'il y ait une stratégie élaborée pour ériger la violence comme un mode de régulation au sein de la police nationale, mais il y a un vrai laisser-aller. Et dans ces interstices-là, se sont glissés les éléments violents. Ça, c'est très clair. Et ce qui est assez effarant, c'est de lire les tweets des syndicats de police. C'est hallucinant ce que certains syndicats de police, y compris de commissaires, peuvent écrire sur leur compte Twitter. Et le pire, c'est que la préfecture de police s'est fendue d'un communiqué pour s'étonner de la suspension du compte Twitter d'un syndicat de police. Et alors là, c'est la confusion générale. En nom de quoi la préfecture de police s'émeut de ce qui peut arriver à un syndicat de policiers. Et cette confusion-là, ce laisser-aller, fait qu'aujourd'hui, ce que je disais, la mauvaise police est en train de chasser la bonne police. Très clairement, très clairement. Et ces éléments-là sont ces éléments incontrôlés et violents, parce que moi, mon expérience personnelle, c'est que j'ai vu des policiers extrêmement violents qui se complaisent dans la violence. Ce sont eux qui, désormais, font de plus en plus la loi. Très clairement. Et les autres se taisent. D'accord. J'espère quand même que tout cela va se régler. Restons pas trop pessimistes. Non, bien sûr. Merci. L'espoir est de mise. Merci beaucoup à vous deux. On espère que ça va se régler aussi. Et merci à tout le monde d'être venu.